Quitter son emploi grâce à la location saisonnière. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup sur cette chaîne de location nue, de location saisonnière. La location saisonnière, semble-t-il, et je le confirme, est plus rentable que la location nue. C'est pas le même mode d'exploitation, c'est pas la même implication, la même tranquillité, mais la location saisonnière rapporte. Ça, c'est un fait. Est-ce que, du coup, il est possible de quitter son emploi dès lors qu'on fait de la location saisonnière? Est-ce qu'on peut dire adieu patron, je m'en vais, je prends ma retraite. Alors, à défaut de la retraite, est-ce qu'on peut quitter son emploi? Alors, on peut quitter son emploi avec la location saisonnière, comme c'est possible de quitter son emploi avec de la colocation, avec de la location nue également. La différence entre la location saisonnière et les autres modes de location, plus particulièrement la location nue, c'est qu'on va pouvoir quitter son emploi beaucoup plus rapidement que de la location basique. Étant donné que nous avons la possibilité de louer des appartements beaucoup plus cher qu'en location nue, bah forcément on en tire une rentabilité beaucoup meilleure. A contrario, il y a beaucoup plus de travail en location saisonnière à effectuer qu'en location nue classique tout simplement. Il faut savoir qu'avec mon expérience personnelle dans la location saisonnière, on peut facilement faire du x4 jusqu'à x6 de manière générale entre la location nue et la location saisonnière. Donc là, on parle vraiment en chiffre d'affaires parce que bien sûr, encore une fois, on a certaines charges qui seront à payer de manière constante pour l'activité de ce type de location-là. Oui, c'est-à-dire que, pour que ça soit clair, quand on fait la location nue, l'électricité, le chauffage, la box, l'eau, ça c'est payé par le locataire. Quand on fait la location meublée, quelle qu'elle soit, et saisonnière, c'est sûr, c'est à notre charge, l'électricité, le chauffage, l'eau, le ménage. Donc forcément... Il faut l'inclure dans le prix en fait. On encaisse plus, mais c'est pas du net en plus, mais il y a quand même beaucoup plus, donc x4, x6 par rapport à Exactement. Si je prends mon cas de figure personnel, donc je vais donner des chiffres ronds. Ce que je vais vous dire là, c'est pas au centime près, mais c'est vraiment pour que vous ayez une idée et que vous voyez la marge qui est possible de réaliser. Bien sûr, là, je parle de mon secteur, donc j'effectue de la location saisonnière dans la ville de Mulhouse en Alsace. Il faut savoir que c'est une ville de 110 000 habitants où on n'a pas forcément une grosse attraction de touristes qui est mis en place en comparaison de Colmar et de Strasbourg par exemple, qui eux sont des villes qui sont relativement touristiques. Avec la ville où je me situe actuellement, j'arrive à faire en moyenne 1 000 € de cash flow par appartement sur une ville de 110 000 habitants. Bien sûr, ce cash flow là peut être beaucoup plus élevé si vous vous situez dans d'autres villes qui sont beaucoup plus importantes en termes de densité de population tout simplement. Ou d'attractivité touristique. Comme Colmar, qui est une ville beaucoup plus petite, mais qui attire des visiteurs, donc des voyageurs du monde entier. Et donc, mécaniquement, ça fait monter les prix de la nuitée. Ils sont bien plus élevés parce que il y a un nombre de logements restreint. C'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. Les gens sont prêts à payer. Et donc, forcément, la nuitée est beaucoup plus... Le prix de la nuitée est plus élevé. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché ailleurs, parce que sinon tout le monde serait dans les villes hyper touristiques, mais c'est pas le seul marché. Il y a aussi les gens qui viennent pour travailler, donc les travailleurs qui au lieu d'aller à l'hôtel préfèrent avoir un petit appartement pour eux. Ça leur coûte en plus souvent moins cher qu'à l'hôtel. Donc il y a des marchés, et c'est pas que le tourisme, il faut pas se méprendre. Tout à fait. Alors si tu veux, tu as des cas qui sont relativement concrets, des exemples qu'on pourrait. Il y a des personnes que je connais qui font justement de la location saisonnières qui sont dans des villes de l'ordre de 4 à 8 000 habitants. Donc ça prouve bien que on peut être rentable, j'ai envie de te dire, quasiment n'importe où. J'ai même entendu dire, alors là je les connais pas personnellement, mais j'ai déjà vu des personnes sur YouTube qui parlaient de personnes qui ont des activités de type location saisonnière, Airbnb, etc. dans des villes de moins de 100 habitants. C'est juste incroyable quand tu te dis punaise, il y a de la demande dans des petits villages où on n'a même pas 100 habitants. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. C'est que c'est attractif pour une raison ou pour une autre. Mais d'autant plus, toi qui a des logements dans lesquels tu souhaites qu'il y ait une expérience client, une expérience pour les voyageurs, les gens ne viennent pas forcément
que pour la ville, mais ils viennent aussi pour le logement lui-même. Ouais, c'est ça. Donc même si tu es isolé à la campagne, mais que tu offres vraiment une expérience inédite et inoubliable, je comprends tout à fait que des voyageurs puissent venir exprès pour passer une nuit dans ce logement insolite, même s'il est en dehors de toute ville, quoi. Bah, en fait, si tu veux, tu as tout à fait raison par rapport à ça, et c'est d'ailleurs mon mode d'exploitation que je privilégie à l'heure actuelle dans la location saisonnière. Mais si tu veux, suffit que tu te situes, donc prenons un exemple où tu es dans une ville où tu as 100 habitants par exemple, tu vois, donc là on part vraiment au ras des pâquerettes, mais que en réalité, à côté de ce petit village, il y a un zoo qui est relativement connu, où les gens vont aller le visiter de manière régulière. Bah, forcément, près de chez toi, du coup, tu as une attractivité qui fait que y a de la demande. C'est ça. Et au jour d'aujourd'hui, effectivement, si tu as un appartement qui permet aux voyageurs d'expérimenter quelque chose de concret, quelque chose d'inhabituel, la personne n'a aucun mal à se déplacer, à faire le trajet pour vivre cette expérience dans ton appartement. On prend un exemple simple. Disons que, alors moi j'ai beaucoup d'appartements avec des balnéos, avec des billards, avec des baby-foot, des jeux d'arcade, etc., etc. C'est des choses qui se font de plus en plus couramment, mais qui n'était pas le cas forcément il y a encore 2-3 ans. En tout cas dans ma ville, je pense que j'étais l'un des premiers à mettre ça en place. Si tu veux, la personne elle va se dire bon ok, je viens, ok il a une baignoire balnéo, donc c'est comme un jacuzzi mais pour un appartement, il a un sauna, il a des jeux d'arcade, il a des machines à coups de poing par exemple, tu sais, où tu peux mettre des trucs en fait qui est inhabituel, et les gens en fait ils n'ont aucun mal pour le coup à vivre une expérience qui est hors du commun par rapport à la moyenne, et du coup ils peuvent se déplacer même si ta ville dispose, ou ton village ne dispose que de 5000 à 8000 habitants, ou encore moins, 100 habitants dans l'exemple précédent. Donc c'est toi qui fais le tourisme d'une ville à toi tout seul, parce que les gens viennent pour l'expérience, ils sortent même plus dans la ville, quoi. Ils font sauna, balnéo, baby-foot, ils disent ah ben c'est 24 heures sont passées, il faut qu'on s'en aille, on n'a pas visité. Tout à fait. Mais ce qui est marrant en fait là-dedans, c'est que j'ai beaucoup de gens pour le coup qui viennent de Strasbourg et de Colmar, qui sont des villes très touristiques du coup, comme on l'a dit, par rapport à Mulhouse, et qui sont à proximité, mais des gens de Belfort, de Besançon, enfin tout ce qui relie le Grand Est de manière générale. Et ce qui est incroyable, c'est que quand je pose la question et que je demande mais en fait pourquoi vous venez à Mulhouse, et on me répond très souvent pour votre appartement. C'est flatteur. Et ça c'est flatteur, ouais. C'est flatteur, mais au-delà du fait que c'est flatteur, ça prouve bien que au jour d'aujourd'hui, il y a un marché à prendre sur la création d'expériences. Avant Airbnb, c'était principalement des voyages d'affaires, principalement du tourisme, et on n'avait pas forcément ces appartements qui étaient prédisposés pour la création d'expériences de manière générale. Et c'est un concept qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est en pleine expansion. Et je pense que c'est un intermédiaire qui est relativement intéressant. Mais même les hôtels, de plus en plus, on cherche à offrir des expériences, parce que les hôtels sont vraiment concurrencés par les expériences privées, par les locations saisonnières, mais en offrant des salles de sport, du sauna, du jacuzzi, même si tous les voyageurs ne vont pas les utiliser, mais au catalogue, ils peuvent dire on a toutes ces options-là. Tous ces loisirs. Et tous ces loisirs. Et vraiment la personnalisation, moi je ne suis pas pour des logements qui conviennent à tout le monde, je suis pour des logements qui soient vraiment uniques, parce qu'il y aura une clientèle qui cherche des expériences uniques. Moi je ne vais pas voyager en tant que voyageur, mettez-vous tout simplement dans la tête du voyageur. Est-ce que vous cherchez un appartement banal avec du parquet beige au sol et des murs blancs pour dormir, ou plutôt un appartement qui est décoré avec goût, un appartement qui offre des loisirs? C'est quand même beaucoup plus intéressant, ça coûte pas plus cher, et pour vous en tant qu'investisseur, même pour les aménager, ça coûte pas plus cher de faire du joli que faire du banal. Je parle même pas du moche. Hein. Alors ça va coûter de l'argent en plus quand vous allez réaliser les travaux, mais en réalité vous récupérez très vite cet argent, car vous allez avoir la possibilité de louer plus cher que votre concurrent, ce qui fait qu'à moyen long terme, l'argent que vous allez mettre en plus pour de la peinture de couleur, pour un parquet avec une couleur spécifique et du mobilier qui sera en corrélation avec votre décoration, vous allez pouvoir le récupérer dans le prix de la nuitée.
Ok. Mais alors du coup, tu quittes ton emploi, la location saisonnière te permet d'en vivre, tu quittes ton emploi, mais du coup, est-ce que tu arrêtes complètement de travailler, ça y est, c'est fini, je mets les tongs toute la journée, je vais aux Bahamas, ou alors du coup, en fait, tu crées un nouvel emploi, mais dans un nouveau métier qui est la location saisonnière. Alors c'est exactement ça, tu as tout à fait raison, c'est en réalité, donc tu peux quitter ton emploi, mais ça va être la location saisonnière qui va devenir ton emploi à plein temps. Mais que tu choisis. Que tu choisis en fait, c'est quelque chose que tu choisis. T'as beaucoup de gens qui souhaiteraient justement arrêter leur boulot et se consacrer pleinement de leur side business entre guillemets, tu vois. Et donc du coup, moi c'était mon choix, c'était quelque chose que j'aimais faire, c'était un challenge que je me suis mis en place, mais je souhaitais quitter ou plutôt arrêter ma société de rénovation intérieure qu'à partir du moment où je disposais d'un montant suffisamment convenable pour vivre pleinement de cette activité-là. Donc avec une quinzaine d'appartements, j'ai pu le faire sans trop de soucis puisque ça correspondait à mon mode de vie, du coup par rapport à ce que ça me générait en termes de revenus, et j'ai donc pris la décision de me consacrer pleinement à la location saisonnière. Maintenant, il faut savoir que vous avez la possibilité également de déléguer pas mal de choses comme le ménage, comme la gestion de votre appartement pour les petites bricoles et les petites casses qu'il peut y avoir au quotidien. On peut avoir de très bonnes assurances en cas de litige de par les voyageurs, car c'est un fait, vous avez certains voyageurs qui peuvent vous casser des éléments dans votre appartement, comme par exemple les lattes du lit, où ça arrive très souvent, un pied du canapé. Alors, c'est toujours des petites bricoles, mais c'est des choses qui sont à faire à l'instant T où il ne faut pas traîner, car du coup ça détériore l'expérience du voyageur qui va séjourner juste après celui qui a dégradé ton appartement. Alors c'est là où notre chaîne de partage est intéressante, parce que justement on dit les choses que personne ne dit jamais. Jamais t'entends l'investisseur dire il y a de la casse. Mais non, il y a des choses, ça fait partie de l'entretien courant et permanent, et il faut pas le cacher. C'est vrai que il faut pas être esclave de son nouvel emploi, mais il faut être présent. Il faut pouvoir offrir un logement qui soit en permanence au top, parce que si on le laisse se dégrader en disant non, dans mon rendement, mon calcul de rendement, j'ai pas prévu de remplacer la poignée cassée, la latte de sommier cassée, et ben on a un logement qui se dégrade très vite, et du coup on perd ses voyageurs. Tout à fait. Et du coup, est-ce que quitter son emploi salarié pour vivre de la location saisonnière, est-ce que c'est risqué? Alors, risqué, je dirais que ça peut être risqué si tu fais les choses d'une façon illogique et si tu t'y prends mal. Mais si tu sais ce que tu fais, si tu t'es formé, si tu connais ton sujet, si tu sais de quoi tu parles, tu y arriveras sans aucun problème. Mais encore une fois, je sais que je me répète souvent là-dessus, mais vraiment, formez-vous avant de vous lancer, et ça, dans n'importe quel domaine, que ce soit la bourse, dans les travaux, dans l'immobilier, peu importe le sujet, peu importe la boulangerie, dans la boucherie, ce que vous voulez. Il faut vraiment que vous ayez une expérience, que vous ayez également une base de théorie pour la mettre en pratique. Mais ne commencez jamais un business sans savoir de quoi vous parlez, car là sont souvent les erreurs des personnes qui vont se lancer dans un domaine. On reprend encore une fois l'exemple des investisseurs qui vont se laisser amadouer par leurs banquiers et justement acheter des appartements en loi Pinel. Donc sur le papier c'est très beau parce qu'on leur fait miroiter le fait de justement avoir une réduction d'impôt pendant X temps, mais en réalité cette réduction d'impôt elle est complètement fausse, étant donné que vous avez acheté l'appartement avec une valeur marchande qui est 2 fois le prix du logement de ce qu'il vaut réellement. En loi Pinel, ce que j'aime bien dire, c'est que ceux qui gagnent réellement de l'argent, ce sont les promoteurs. Personne d'autre ne gagne de l'argent avec une loi Pinel. Par exemple, sur le même sujet, si vous avez demain un Pinel je sais pas moi, vous achetez un appartement à 100 000 euros et on vous fait miroiter le fait de pouvoir faire une économie d'impôt de 50 000 euros sur 9 ans par exemple. En réalité, vous n'avez aucune réduction d'impôt car vous venez d'acheter votre appartement 50 000 euros trop cher, car la valeur marchande de votre appartement est de 50 000 euros. En conclusion, ce qui est important, c'est la formation, bien évidemment, et c'est pour ça que j'aime bien l'exemple du boulanger.
on n'envisage pas de faire boulanger sans formation. On peut pas, ça s'improvise pas. Mais par contre, il y a des personnes qui disent « Ah, rentabilité, j'ai pas besoin d'apprendre. Moi, j'ai un logement, je veux faire du Airbnb. » Ah ben comment ça marche pas? Ben oui, ça répond quand même à un certain nombre de règles, de choses qu'il faut faire dans l'ordre et correctement. Et on ne s'improvise pas loueur dans la mesure où les voyageurs qui vont venir chez nous, eh ben, ils attendent des prestations. Parfois, ils ont la même exigence que lorsqu'ils vont dans un hôtel et qu'ils payent 150 € à la nuit. C'est pas parce qu'ils payent moins cher qu'ils n'auront pas d'exigence. Bien au contraire.